Coucou, c'est Pinjojo. En janvier 2026, s'est achevée en partie une histoire paradoxale. Une histoire à la fois anecdotique, ridicule, portant en elle toute la vacuité de notre époque, mais une histoire qui est également l'illustration des vicissitudes de la vie publique, de la dureté d'un monde médiatique qui brûlera sans hésiter ses idoles d'hier, avec l'aide parfois d'acteurs politiques trop contents de pouvoir se greffer aux emballements du moment. C'est un peu ce qui s'est joué récemment en Italie autour de l'influenceuse Chiara Ferragni, relaxée en janvier par la justice qui lui reprochait une très sérieuse affaire de fraude aggravée partie d'une vente caritative de gâteaux. Une histoire plus lourde de sens qu'il n'y paraît, dont on va remonter le fil dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Attention, cet épisode comporte des prononciations parfois acrobatiques de noms et de mots en italien. Nous sommes le 17 décembre 2023 à Rome. Et comme tous les ans, l'extrême droite italienne est rassemblée pour sa grande convention qui porte le nom très singulier d'Atreyu. Un nom qui sonnera étrangement familier pour celles et ceux qui ont grandi à la fin du XXe siècle puisqu'il s'agit de celui d'un des personnages principaux du livre et du film fantastique L'Histoire sans fin, un classique des années 80. Il y aurait tout un épisode à faire sur la passion qu'a l'extrême droite pour la fantaisie, mais ce sera pour une autre fois. Ce jour-là, donc, l'ultra-droite italienne est rassemblée et attend avec ferveur le discours de celle qui est à la fois sa star et sa chef, la première ministre Giorgia Meloni. Pour Meloni, Atreyu, ça n'est pas rien, au contraire, puisqu'elle a fait partie des fondateurs de l'événement en 1998. À l'époque, elle dirige la section romaine de l'Azione Giovani, c'est-à-dire la branche jeunesse du parti Alleanza Nazionale. En cette fin des années 90, l'extrême droite est en pleine refonte et cherche à se défaire de son image d'héritier du fascisme de Mussolini. C'est ce qui a présidé à la naissance d'Alleanza Nazionale en 1995, après la dissolution du mouvement social italien, le MSI, fondé juste après la guerre par d'anciens camarades de Mussolini. Sentant que les progrès électoraux de la droite, porté entre autres par Silvio Berlusconi, pourrait lui ouvrir les portes du pouvoir, les patrons de l'extrême droite décident de lisser leur image. Fini le néofascisme, il faut se trouver une nouvelle identité et mettre en avant de nouvelles têtes, parmi lesquelles Giorgia Meloni, qui finira 20 ans plus tard par atteindre la plus haute marche du pouvoir. Mais revenons à Atreyu, l'événement a bien changé depuis ses débuts. Fini le rassemblement réservé aux jeunes ultra-conservateurs de Rome, la convention est devenue nationale et même internationale avec des invités venus du monde entier comme Steve Bannon, le conseiller de Trump pour son premier mandat, le chef des conservateurs britanniques Rishi Sunak ou encore le premier ministre hongrois Viktor Orban. En 2023, l'invité d'honneur c'est Elon Musk, qui n'est pas encore dans les arcanes du pouvoir trumpiste, mais qui déjà est sur une ligne de plus en plus radicale. Pour autant, la ferveur, la vraie, elle est réservée à Meloni, surtout lorsqu'elle se met à tirer à balles réelles sur sa nouvelle cible préférée. Le véritable modèle, ce ne sont pas les influenceurs qui s'enrichissent en portant des vêtements ou en exhibant des sacs ou même en faisant la promotion de panettone hors de prix dont les bénéfices sont censés être reversés à des œuvres caritatives mais qui ne servent en réalité qu'à payer leur cachet de millionnaires. Le véritable modèle, ce sont ceux qui inventent, conçoivent et produisent cette excellence italienne. Si comme moi vous n'êtes ni italien ni très au fait des polémiques en vigueur dans le pays, il est possible que la référence vous ait échappé. En réalité, Meloni ce jour-là vise une influenceuse en particulier, Chiara Ferragni. L'influenceuse italienne Chiara Ferragni. Chiara Ferragni serait-elle une voleuse ? Va-t-elle aller en prison ? Bonjour tout le monde, je m'appelle Chiara Ferragni.
Bon, peut-être que ça ne vous aide pas beaucoup plus. Chiara Ferragni, c'est une superstar en Italie, et même dans le monde. Et au moment où Mélanie décide de lui décocher la pique que vous venez d'entendre, elle est en plein cœur de la tourmente. On lui reproche d'avoir menti éhontément à son public, d'avoir poussé ses fans à acheter des produits en laissant entendre que les gains récoltés allaient financer de nobles causes, alors qu'en réalité, c'était surtout elle qui récoltait un gros chèque, les nobles causes se contentant des miettes. I totally consider myself a business girl. I mean, I'm trying to be a businesswoman. I think, I don't know, it's part of what I do, and I'm happy that I was able to create such a big empire around me. It's amazing. Pour comprendre comment cette histoire a fini par devenir un sujet politique, il faut remonter à la fin des années 2000. Nous sommes en 2009. Giorgia Meloni est déjà députée, toujours pour le compte du parti d'extrême droite Alleanza Nazionale. Et elle s'apprête à rentrer au gouvernement de Silvio Berlusconi, où elle sera, à 32 ans seulement, la plus jeune femme ministre jamais nommée. Cette année-là, Chiara Ferragni va elle aussi connaître un tournant dans sa carrière. Elle n'a pour sa part que 22 ans, mais ça fait déjà quelques années qu'elle exerce dans le mannequinat depuis sa Lombardie natale. Elle a grandi à Crémone, à côté de Milan, avant de rejoindre cette dernière pour suivre ses études. En 2009 donc, elle délaisse les shootings pour s'intéresser à un phénomène en pleine explosion, les blogs. Hi people, I'm Chiara Ferragni from the blog theblondesalad.com. My blog is called The Blonde Salad because it's a salad of my life, so it's not only about fashion and not only about my daily outfits, but also about my job experiences, my travels and a part of my personal life. Avec son petit ami de l'époque, elle crée The Blonde Salad, un blog dédié à la mode qui devient vite un énorme succès sur le web italien et au-delà, puisqu'elle est repérée par Teen Vogue, qui la classe parmi les blogueurs mode à suivre de près. Il faut dire qu'elle ne manque pas d'idées ni de culot pour se faire une place. Elle s'invite dans les défilés, elle parvient toujours à se glisser dans les événements les plus sélects. Alors certes, on la regarde de haut, cette jeune femme provinciale qui n'est pas du sérail, mais elle finit par se faire un nom et une réputation. Elle a l'intelligence de rapidement migrer sur Instagram où son nombre de followers explose. Le monde de la mode n'a plus d'autre choix que de l'accueillir. Surtout, elle fait immédiatement fructifier cette notoriété grandissante en créant sa propre marque ou en prêtant son image à d'autres contre de juteux contrats publicitaires. Elle devient la blogueuse mode par excellence, au point que, comme le raconte Alan Caval, le correspondant du journal Le Monde dans un grand papier qu'il lui a consacré, elle qui avait été traitée avec dédain par l'élite de la mode mondiale se voit désormais reçue avec les égards réservés aux stars, au point que les défilés milanais ne commencent pas avant qu'elle ne se soit installée au premier rang, à côté de la légendaire Anna Wintour, qui longtemps a été la patronne du Vogue américain. Cette success story qu'on jurerait sortie d'un scénario de comédie romantique, il lui fallait justement une intrigue amoureuse. Ça tombe bien, en 2016, après quelques années passées à Los Angeles, Ferragni, de retour en Italie, croise la route d'un charmant rappeur italien, Fedez. Plus exactement, elle tombe sur une chanson du bonhomme qui est déjà une célébrité en Italie. Né en 1989, il se fait connaître au début des années 2010, d'abord comme artiste indépendant, plutôt engagé, pratiquant un hip-hop assez sombre. Avec sa belle gueule, ses tatouages, ses piercings et son profil de bad boy issu des quartiers populaires de Milan, il attire rapidement l'attention des majors. En 2013, son premier album publié chez Sony lui vaut d'atterrir en tête des classements italiens et de devenir du coup une star. On le retrouve par exemple dans le jury de la version italienne de X Factor et ses clips cumulent des millions de vues. Côté musique, il pratique un mélange de rap hyper commercial et de thématiques sociales, voire politiques, très critiques envers la droite et l'extrême droite italienne, les violences faites aux femmes, aux minorités ou encore contre la société de consommation. C'est d'ailleurs l'un des aspects un peu ironiques de notre histoire, car si Chiara Ferragni s'intéresse à Fedez, c'est parce qu'il la mentionne dans une chanson de 2016 baptisée « Vorrei ma non posto ». J'aimerais bien, mais je ne publie pas. Une chanson qui critique la passion contemporaine pour les réseaux sociaux et la vie virtuelle au détriment de la vie réelle. Dans ce texte, Fedez cite quelques noms de l'écosystème qu'il dénonce, et notamment celui de Chiara Ferragni. Il se moque du chien de l'instagrammeuse Mathilda, du nœud papillon Vuitton qu'elle arbore et de ses colliers qui, je cite, ont plus de paillettes qu'une veste d'Elton John.
Prompte à l'autodérision, Ferragni publie une vidéo dans laquelle elle chante le couplet qui la mentionne, ce qui ouvre la voie à un échange de DM entre elle et Fedez, puis à une histoire d'amour ultra documentée sur les réseaux sociaux, quasiment en temps réel, quand je vous disais que tout ça était un peu ironique. Toujours est-il que l'Italie se prend de passion pour cette romance qui devient très sérieuse en mai 2017, lorsque le rappeur, en concert à Vérone, invite sur scène son amoureuse et devant des milliers de spectateurs et encore plus de téléspectateurs, puisque le concert est diffusé en direct à la télé, lui demande de l'épouser. C'è Chiara Ferragni. Elegantissima. Non servono anelli per tenerci assieme, ma per chiederti quello che ti sto per chiedere, forse sì. No, vabbè. E lei ha detto sì, perché lo sta baciando. Sei matto, le dice, sei matto. Une annonce quasi immédiatement suivie d'une autre, la grossesse de Chiara Ferragni, enceinte de son premier enfant, le petit Léon, né en mars 2018. Tout ça étant évidemment documenté encore en direct pour les 14 millions de followers de l'influenceuse. Cette dernière est parée 6 mois plus tard pour ses noces en Sicile avec Fedez, digne d'un mariage princier. L'événement est suivi par toute l'Italie, ou presque, et surtout par tout ce que la planète compte de presse people ou fashion. La mariée est en Dior, d'ailleurs la directrice créative de la marque fait partie des invités, qui ont eu le droit à un avion spécialement affrété pour eux par Alitalia, quand on vous dit que c'est quasiment un mariage princier. Toujours tiraillés entre le luxe outrancier et démesuré dans lequel ils évoluent et leurs engagements pour tout un tas de nobles causes, les époux ont fait éditer des poupées à leur effigie dont le produit des ventes est destiné à des organisations luttant contre le harcèlement scolaire. Mettre sa très grande notoriété au service de belles idées, a priori c'est le mieux que puissent faire des stars de ce calibre. On verra que ça ne va pas sans quelques petits tracas. L'autre paradoxe du couple, c'est son rapport à l'intimité. Alors que, souvenez-vous, ils se sont rencontrés autour d'une chanson de Fedez critiquant la passion contemporaine pour les réseaux sociaux, visiblement, ces réticences face à l'étalage permanent de nos vies ont fini par s'évaporer au contact de son influenceuse d'épouse, puisque le mariage du couple se fait aussi sous l'œil des caméras d'une équipe de documentaristes missionnés avec un budget de 400 000 € quand même, pour suivre la famille dans ses moindres faits et gestes. On murmure alors que Netflix ou HBO seraient sur les rangs pour diffuser ce projet. Le documentaire baptisé Chiara Ferragni Unposted finira finalement sur Amazon Prime, en ayant tout de même été présenté au passage à la Mostra de Venise 2019. Rien ne semble devoir arrêter le rouleau compresseur Ferragni et Fedez, rebaptisé les Ferragnaises. Enfin si, petite avarie moteur sur l'autoroute de la super célébrité, le Covid-19 qui met sur pause la plupart des activités du couple. Peu importe, ils ont la vitrine permanente des réseaux sociaux pour maintenir leurs fans en éveil et continuer leurs projets caritatifs. Ils organisent par exemple une grande levée de fonds pour un hôpital de Milan en plein pendant la pandémie et récoltent 3 millions d'euros en 24 heures. En 2021, après cette année de pause forcée, le duo met les bouchées doubles et on les voit littéralement partout. Fedez participe au légendaire festival de Sanremo, un concours de chant historique qui passionne les Italiens depuis les années 50, et il termine deuxième. Il co-anime en parallèle la version italienne de LOL qui ressort, et il est numéro 1 des charts avec son nouveau single. Ferragni, elle, poursuit sa route de femme d'affaires, lance une série limitée de capsules de café en partenariat avec une marque que tout le monde connaît, et rejoint le conseil d'administration du géant de la mode italienne Tod's. En parallèle, le couple accueille son second enfant, la petite Vittoria, et surtout se prépare à la venue au monde de son grand projet, un show de télé-réalité entièrement centré sur eux. Les Ferragnaises, justement, c'est son nom. C'est en gros la version italienne de Meet the Kardashians. C'est glamour, c'est tendre et c'est extrêmement impudique. Ça démarre même par les séances de thérapie de couple de Fedez et Ferragni, qui ont un peu de mal à communiquer et à trouver du temps pour se retrouver. Vu leurs agendas respectifs, c'est assez peu étonnant. Tout sera déballé dans cette série qui va durer 2 saisons, y compris les gros soucis de santé de Fedez, qui doit faire face à un cancer du pancréas dont il se sort au prix d'une très lourde opération, là aussi documentée, commentée, relayée dans la série, comme sur les réseaux entre 2 posts sponsorisés par les plus grandes marques qui se bousculent pour faire du haut leurs ambassadeurs.
Dans cette avalanche d'activités de contrats juteux, tous les deux trouvent tout de même le temps pour quelques combats d'importance. Fedez, par exemple, ne manque jamais une occasion pour dire tout le dégoût que lui inspire la politique italienne, et tout particulièrement les membres du parti d'extrême droite, la Ligue du Nord. Sa tête de turc, c'est Matteo Salvini, l'un des leaders du parti, plusieurs fois ministre, aujourd'hui Premier ministre adjoint, qui s'est fait connaître lors de son passage au ministère de l'Intérieur où il brillait par ses sorties anti-immigration d'un racisme débridé. Avec Fedez, ils ont pour habitude d'échanger moultes insultes en direct sur les réseaux sociaux. Ferragni, elle, bien plus diplomate, se concentre sur ses projets caritatifs. Fin 2021, elle annonce la mise en vente, en partenariat avec la vénérable biscuiterie Balocco, bien connue des Italiens, d'un gâteau pour les fêtes de fin d'année. Mais pas n'importe quel gâteau, un Pandoro. Si en France, on connaît assez bien le panettone, cette brioche aux raisins et aux fruits confits qu'on mange à Noël, figurez-vous que ce n'est qu'une des spécialités en la matière dans le pays. Car si on mange du panettone en Lombardie et dans le Piémont, en Vénétie, on mange du Pandoro, une brioche toute simple, parfumée à la vanille, en forme d'étoile à 8 branches recouverte de sucre glace. Un classique des fêtes de Noël en Italie. Si Ferragni prête son nom à celui de Balocco, vendu 3 fois plus cher que la brioche de base, c'est pour la bonne cause. L'argent récolté doit servir à financer un hôpital pour enfants à Turin. Mais un an plus tard, un article dans la presse italienne commence à fissurer la belle image de la famille ferragnese. Le papier porte précisément sur le fameux Pandoro et suggère que, contrairement à ce que tout le monde avait compris, Balocco n'a pas reversé les recettes à l'hôpital, mais s'est contenté de faire un don de 50 000 € avant que ne commence la vente. Ferragni, elle, aurait touché 1 million d'euros pour sa participation. Le papier passe relativement inaperçu. Et tout au long de l'année 2023, le couple continue sur sa lancée. Ferragni co-présente même cette année-là, dans des tenues toutes plus extravagantes les unes que les autres, l'une des soirées du festival de Sanremo où se produit son mari. Le scandale semble évité, sauf que patatras, à l'été, l'autorité de la concurrence italienne annonce qu'une enquête est ouverte sur ce que tout le monde dans le pays commence à appeler le Pandorogate. En décembre, elle livre ses conclusions et c'est la descente aux enfers pour l'influenceuse. Elle se voit reprocher d'avoir menti, d'avoir délibérément trompé les consommateurs sur la réalité des dons à destination de l'hôpital des enfants. Bref, de s'être enrichie sur le dos d'une opération caritative. Elle est condamnée à régler plus d'1 million d'euros d'amende. En plein damage control, elle se fend d'une vidéo sur Instagram présentant ses excuses et annonçant sa décision de débourser, en plus de l'amende, 1 million d'euros supplémentaires sous forme de don à l'hôpital de Turin. Chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto. Devolverò 1 milione di euro a Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini. Il mio errore rimane, ma voglio far sì che da questo errore si generi qualcosa di costruttivo e di positivo. Grazie mille. Ces larmes n'y changeront rien. Ferragni voit ses contrats s'envoler les uns après les autres. Une pub tournée pour Coca-Cola est jetée à la poubelle avant même d'être diffusée. Les marques lui tournent le dos et le tableau va encore se noircir, puisque début 2024, on apprend que les Ferragnese ne sont plus. Le couple se sépare. Au mois de mars, l'influenceuse est sur le plateau de l'émission C'è Tempo C'è Fa, une institution de la télé italienne, pour essayer de limiter un peu les dégâts de cette séquence qui vire au drame national. Ho sentito dire che c'era attesa per questa conversazione. Grazie Chiara. Grazie mille. Malgré cette tentative, Ferragni est devenue inaudible, d'autant plus que l'autorité de la concurrence annonce enquêter sur d'autres opérations possiblement litigieuses à laquelle elle est mêlée. Des ventes d'œufs de Pâques, de t-shirts, mais aussi les fameuses poupées à l'effigie de son couple avec Fedez. Giorgia Meloni, ravie de pouvoir se payer l'une des stars les plus critiques à son encontre, s'en donne à cœur joie. Outre les déclarations publiques de la première ministre qu'on évoquait au début de l'épisode, le gouvernement qu'elle dirige se fend d'un texte de loi, baptisé la loi Ferragni par les médias, qui a pour but d'encadrer plus strictement les partenariats commerciaux à visée caritative des influenceurs, en obligeant les participants à afficher clairement la destination des fonds récoltés, les modalités selon lesquelles se fait la collecte et la redistribution, et en durcissant les sanctions en cas de non-respect des règles.
Ferragni welcomed the changes, saying in a statement, "I am pleased that the government wanted to quickly fill a legislative void, saying it's essential to regulate charitable activities combined with commercial initiatives." Fedez, lui, ne sort pas non plus indemne du scandale, surtout lorsqu'on apprend que la raison du divorce entre les deux stars, ce sont ses infidélités à répétition. L'image du couple idéal se vaporise et le rappeur atterrit en plus dans les pages faits divers des journaux. Au printemps 2024, il est impliqué dans une bagarre dans une boîte de nuit de Milan. L'affaire se solde sans procès, par un accord entre Fedez et la victime principale de l'agression, mais on découvre au passage que le rappeur entretient des liens étroits avec des personnalités bien éloignées de son discours très progressiste. Un mélange de proches de la mafia, de membres de l'extrême droite radicale milanaise et de hooligans. La polémique ne freine pas tant que ça ses ventes de disques, qui le propulsent toujours très haut dans les classements. Récemment, entre deux stories avec sa nouvelle compagne, la styliste milanaise Giulia Honegger, le rappeur a annoncé qu'il serait de nouveau sur la scène de San Remo à la fin du mois de février 2026. Il devrait y chanter l'un de ses derniers tubes en date, le single Bella Stronzo, Belle Garce en VF. Il a déclaré au sujet du titre « Je crois que je n'ai pas besoin de dire à qui le morceau est dédié ». C'est ce qu'on appelle l'élégance. Revenons à Ferragni. Début 2025, elle est officiellement renvoyée devant la justice pour fraude aggravée. Le procès se tient à la fin de l'année, couvert par une armée de journalistes. Elle et son ancien manager, qui a assumé le rôle de fusible au plus fort de la crise, risquent gros, jusqu'à 20 mois de prison. C'est d'ailleurs ce que réclame le procureur de Milan lors de ses réquisitions. L'influenceuse italienne Chiara Ferragni a été acquittée dans l'affaire du Pandoro Gate. Finalement, les deux sont relaxés en janvier 2026. Ferragni en profite pour tenter de tourner la page. Elle écrit sur Instagram. « J'ai toujours assumé ma responsabilité en ce qui concerne la publicité mensongère. J'ai compris que j'avais commis une faute. Je l'ai reconnue. J'ai payé, j'ai corrigé mon erreur, j'ai présenté mes excuses. Cette décision du tribunal n'est pas un demi-acquittement, comme certains l'ont dit. C'est la reconnaissance que cette histoire n'aurait jamais dû devenir une affaire criminelle. Aujourd'hui, je ne célèbre pas une victoire. Je ferme un chapitre. » Les ennuis de l'influenceuse, que Mélanie continue régulièrement de prendre comme exemple d'une élite mondialiste déconnectée de la vraie vie, ne sont pas pour autant totalement terminés. Elle a été mise à la porte du géant de la mode Tod's. Ses entreprises sont dans le rouge avec des pertes qui se chiffrent à plusieurs millions d'euros. Ses actionnaires menacent de la lâcher ou pire de se retourner contre elle en justice. Et les marques qui lui ont si longtemps déroulé le tapis rouge sont elles aussi très remontées. Certaines ont même annoncé avoir déposé plainte contre elle. Est-ce pour autant la fin de la vie médiatique et publicitaire de Chiara Ferragni ? Ça non plus, ça n'est pas sûr. Début février 2026, elle dévoilait la campagne qu'elle signe pour une très grande marque de prêt-à-porter dont elle est désormais l'égérie, affichée partout dans leur gigantesque magasin. Ses followers, désormais au nombre de 28 millions, sont toujours aussi fans, toujours aussi prompts à la complimenter et à la porter au nu. Et côté cœur, elle s'affiche désormais au bras de Giovanni Provera, le très riche héritier de l'industriel du pneu Pirelli. Pirelli dont le slogan était « Sans maîtrise, la puissance n'est rien ». C'est une maxime qui finalement s'applique complètement à la vie numérique. Merci à Jude Rigaud qui a réalisé cet épisode et à Charlotte Bex qui l'a préparé. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.